voudrais parler simplement à propos de ce qu'a dit tout à l'heure Gilbert, de ce thème de la modernité. Finalement, il y aurait des syndicats modernes qui voudraient négocier et puis des syndicats archaïques ou des militants archaïques qui chercheraient la bagarre et ne voudraient pas négocier. Alors, en matière de modernisme et de tendance à la vieillerie, je voudrais simplement rappeler que les questions qui nous sont posées, je vais le faire comme historienne, les questions qui nous sont posées sont des très vieilles questions qui se sont finalement posées sous la forme où elles sont actuellement posées depuis l'émergence de la phase impérialiste du capitalisme. Et je voudrais, à cet égard, c'est vrai que je le fais souvent, je crois qu'il faut y insister beaucoup, montrer à quel point l'analyse par Lénine du stade impérialiste nous livre de réflexions et d'éléments pour l'action quotidienne. En particulier, Lénine a fait grand cas d'une analyse qu'avaient faite Marx et Engels et d'une analyse notamment qu'avait faite Engels dans un texte qui est la préface de 1892 à l'édition allemande de la situation de la classe laborieuse en Angleterre. C'est-à-dire qu'on est passé à la fin du XIXe siècle à une phase nouvelle du capitalisme qui recelait pour le grand capital la capacité non plus d'affronter frontalement le mouvement ouvrier, mais d'ajouter à l'affrontement frontal ce qu'on pourrait appeler une tactique de séduction, une tactique de corruption, finalement, qui montrait qu'on pouvait faire bien mieux que les syndicats jaunes. Les syndicats jaunes, ils étaient connus comme tels, comme syndicats tenus par le patronat, organisés par le patronat, et c'était un élément gênant leur diffusion. À partir de la phase impérialiste, il y a réelle possibilité, parce que les ressources de l'impérialisme des pays, des grands pays capitalistes développés permettent d'attribuer des miettes à des syndicalistes compréhensifs, il devient possible d'assurer une corruption plus massive. Et je voudrais simplement citer ce que dit en 1892 Engels dans cette préface, alors qu'en 1844, il annonçait comme imminente la révolution socialiste en Angleterre. Voilà ce qu'il dit. La situation des grands trade unions, c'est-à-dire du TUC, de ce qui allait devenir le syndicalisme type, de ce qui était devenu le syndicalisme réformisme type en Europe, la situation de ces dirigeants des trade unions anglais s'est sans aucun doute remarquablement améliorée depuis 1848. La meilleure preuve en est que depuis plus de 15 ans, ce ne sont pas seulement leurs employeurs qui sont satisfaits d'eux, mais eux-mêmes qui sont très contents de leurs employeurs. Ils constituent une aristocratie à l'intérieur de la classe ouvrière. Ils sont parvenus à conquérir une situation relativement confortable. Et cette situation, ils l'acceptent comme définitive. Eh bien, les questions modernes d'aujourd'hui, ce sont les questions de la fin du 19e. C'est-à-dire, nous mettons-nous dans une situation où les salariés contrôlent leurs organisations sur des bases qui sont les leurs, c'est-à-dire celles de leurs objectifs, de leurs intérêts objectifs de classe, ou sommes-nous dans une autre situation? Sur la base de cette analyse, et compte tenu des développements impérialistes jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, Lénine développe l'idée d'une aristocratie de la classe ouvrière qui est déjà développée dans les années 80-90 et d'une aristocratie de la classe ouvrière qui, bien entendu, a des effets sur l'organisation des syndicats, sur l'organisation générale du mouvement ouvrier. Et pour
montrer à quel point les questions anciennes sont modernes, il faut rappeler qu'en France, la question s'est posée, non seulement sur le plan syndical, mais sur le plan politique. Était-il possible d'améliorer sensiblement le rôle de la classe ouvrière et des salariés en venant montrer qu'on était compréhensif et qu'on s'insérait dans le dispositif de la classe d'en face. C'est le problème qui est posé en France, par exemple en 1899, c'est-à-dire quand se pose la question de la participation ministérielle. Et que Rosa Luxembourg, qui parfois s'est trompée mais qui a dit souvent des choses très justes, et que Rosa Luxembourg fait observer que l'entrée des socialistes dans un gouvernement bourgeois n'est pas, comme on le croit, une conquête partielle de l'État bourgeois par les socialistes, mais une conquête partielle du Parti socialiste par l'État bourgeois. Simplement pour dire que ces fameuses questions modernes, elles sont celles du contrôle des organisations syndicales par le patronat. Or, ce qui est en question aujourd'hui, c'est que, et ça n'est pas neuf, et ça n'est pas moderne, la Confédération française démocratique du travail, issue, on le sait, de la CFTC, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, fondée en 1919, est une organisation qui est structurellement dépendante du capital. Non seulement du capital national, dont on sait ce qu'il est devenu, mais aussi du capital international, c'est-à-dire des forces de la mondialisation, comme on dit, qui ont une institution, la Confédération européenne des syndicats, qui elle non plus n'est pas neuve, qui est même vieille, puisque je rappelle que cette Confédération européenne des syndicats est tout simplement issue de la cassure aux conséquences dramatiques de l'unité du mouvement ouvrier international et de l'unité du mouvement ouvrier nation par nation qui se sont réalisées après la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, que ce qu'il faut montrer dans les luttes, c'est à quel point il est indispensable pour les salariés de reconquérir des organisations qui sont leurs réelles organisations. Et ça pose la question, c'est une question très gênante, mais c'est une question que l'histoire aide à résoudre, ou en tout cas à aborder. Il faut poser la question de la dépendance ou de l'indépendance réelle des syndicats par rapport aux classes qui ne sont pas les leurs. Or, on a évoqué tout à l'heure le syndicalisme rassemblé. Qu'est-ce qu'un syndicalisme rassemblé? Tant quand le capital français et une partie du capital international contrôlent des organisations, objectivement. C'est-à-dire leur assure les moyens de vivre, leur assure les moyens non pas de se développer avec des syndiqués, parce qu'à la limite le nombre de syndiqués ne devient pas déterminant, mais leur dicte toutes les conditions d'exercice. C'est ça la question moderne. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, sur la base de l'analyse des crises précédentes, et dans une crise dont la gravité a dépassé toutes les crises précédentes, la crise de 1873 qui débouche sur la guerre mondiale de 1914, la crise des années 1930 qui débouche sur la guerre mondiale de 1939, est-ce qu'il est possible, dans les conditions de la crise actuelle de l'impérialisme, qui a déjà duré depuis plus longtemps que la première crise systémique, je rappelle que la première crise systémique a duré 40 ans, est-ce qu'il est possible de trouver les forces, de dégager les forces qui vont permettre de poser les questions là, comme elles se posent? Est-ce que les organisations, est-ce que les salariés sont en mesure de reconquérir l'indépendance de leurs organisations syndicales, l'indépendance de leurs organisations politiques? Ce qui suppose, je le dis en passant, mais vous êtes peut-être rendu compte de l'importance de l'entreprise, ce qui suppose de faire la clarté absolue sur le thème selon lequel le Parti socialiste aujourd'hui serait un parti traître, alors que la SFIO de Léon Blum était un parti qui servait les intérêts des salariés. Le parti de Léon Blum
ne servait pas plus les intérêts des salariés que Millerand ne servait les intérêts des salariés quand il voulait son strapontin ministériel. Et par conséquent, il faut aborder ces questions exactement comme les salariés des années de l'entre-deux-guerres les ont abordées, c'est-à-dire sur des vraies bases de classe, qui défend qui entretient qui dépend de qui. C'est une question moderne dont il faut revendiquer la modernité et sur laquelle il faut se documenter parce que la documentation aide considérablement dire d'un syndicat qu'il est un syndicat pourri. Ça n'a de sens que si on peut démontrer que le syndicat défend les intérêts d'une classe qui n'est pas les intérêts de la classe qu'il prétend représenter. Et par conséquent, c'est une question qui se pose depuis longtemps à la CGT, qui s'est posée. Je rappelle pour mémoire qu'une fraction, pas majoritaire mais très importante de la CGT, qui a d'abord été très majoritaire, dépendait directement du patronat. Et quand je dis dépendait directement du patronat, je fais allusion au fait que le très grand capital a recruté dans la gauche anticommuniste massivement, au sens propre recruté, elle a entretenu, elle a fait vivre même dans la prospérité, elle a continué à entretenir, alors que les syndicats étaient supprimés. Il est quand même intéressant de savoir que c'est celui qui était destiné à être secrétaire général de la CGT, c'est-à-dire René Bolin, qui a signé le décret de dissolution de la CGT le 9-10 novembre 1940. Que c'est le même qui a été gavé pendant la guerre, que c'est le même qui a été gavé par les patrons quand il n'a pu réintégrer les structures syndicales, parce que quand même Bolin ne pouvait pas rentrer dans la CGT d'après-guerre. Et il faut savoir que ces questions ont continué à se poser et que ces questions se posent aujourd'hui depuis une trentaine d'années, aggravées par le fait que le syndicat de classe en France a quitté l'organisation syndicale dans laquelle se trouvaient représentés les intérêts des classes ouvrières internationales et qu'il est entré dans une organisation dont la naissance avait été dictée par l'impérialisme américain, c'est-à-dire par le programme de l'American Federation of Labor, qui à son congrès de septembre 1944 avait expliqué que son principal objectif était de casser la Fédération syndicale mondiale, c'est-à-dire l'organisme qui était supposé établir l'unité ouvrière qui ne s'était pas établie dans la période qui avait suivi la Première Guerre mondiale et dont l'absence d'établissement était une des causes du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut voir tout ceci, je le dis là en tant qu'historienne, pas seulement historienne, mais aussi en tant qu'historienne. Il faut rétablir les droits de l'histoire, il faut connaître son histoire, et connaître son histoire aide à mener la lutte quotidienne, et en particulier la lutte polémique, dans des conditions de sérénité qui doivent aider beaucoup au progrès à l'expansion des organisations de classe et qui doivent convaincre les salariés. Il faut avoir le courage de les poser et il faut avoir le courage de dire que le syndicalisme rassemblé, ça consiste à faire alliance avec une organisation syndicale dont tous les dirigeants dépendent strictement des prébendes patronales à leur époque d'activité et, comme vous le savez, à leur époque de retraite. Nous en avons des démonstrations, et bien connaissons notre histoire, ça nous aidera à mener les luttes quotidiennes.